merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour ce sujet qui est devenu finalement beaucoup plus teasé qu'on ne l'attendait entre le moment où il a été décidé et aujourd'hui, parce que entre-temps, évidemment, le sujet de la protection des données de santé et de l'hébergement des données de santé est revenu dans les feux de l'actualité entre le commentaire de la CNIL, entre la décision du Conseil d'État, qui en plus ont deux niveaux de discours différents. On est donc sur un sujet qui est à la fois mouvant, qui est à la fois très d'actualité, et qui est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. On l'a beaucoup traité de manière binaire. On est pour, on est contre. Et on s'aperçoit en creusant, comme souvent d'ailleurs, que la réalité est beaucoup plus complexe que ça, et qu'il y a des enjeux évidemment économiques qui ne se font pas oublier lorsqu'on entre dans ce débat. Alors, pour en parler avec nous, comme d'habitude, une belle brochette d'experts, mais vous le savez si vous êtes habitués. À commencer, alors on va remonter comme ça avec Anne Souvira. Anne Souvira, qui est chargée de mission cyber auprès du préfet de police, la préfecture de police de Paris, qui dépend donc du ministère de l'Intérieur, comme tout le monde le sait. Alors non, on va sauter Julien, on va quand même laisser passer. Voilà, Garance Mathias, qui est avocate, qui est notre caution juridique habituelle. Voilà. Donc la loi, c'est elle. Ça serait beaucoup, surtout un avocat. Tout arrive, la preuve. On va finir dans la justice. Tout arrive. Julien Levrard, qui est CISO pour OVH Cloud, bref, pour OVH, pour les vieux comme moi, c'est OVH. Et Bernard Auguin-Lian, qui est CTO et CSO pour Microsoft France. Donc on a la chance d'avoir deux acteurs ultra représentatifs de ce débat. Microsoft qui, pour le moment encore, héberge les données de santé, le Data Hub des données de santé. OVH qui est un acteur français, taille mondiale aujourd'hui, mais français. Et c'est grâce à ce débat-là qu'on va pouvoir essayer de positionner tout le monde. Mais avant tout, on va commencer par une petite question, là aussi de sémantique. Quand on parle de cloud souverain ou de cloud de confiance, puisqu'on entend les deux, est-ce que la différence est purement sémantique? Est-ce que c'est simplement de quoi varier les papiers journalistiques? Ou est-ce qu'il y a une vraie différence entre souverain et de confiance? Qui veut se lancer? Julien. Je peux y aller. Alors, je pense que un cloud souverain, c'est un sous-ensemble des clouds de confiance. Le cloud, c'est un ensemble de services qui permettent un certain nombre de caractéristiques qui font son succès, l'agilité, la scalabilité, etc. Enfin, tout le monde les connaît. Quand on veut rajouter de la confiance, on va apporter des contraintes, des exigences ou des besoins de garantie à ce service-là. Et du coup, on va définir en fonction de ses risques, en fonction de ses problématiques à soi, quels sont les besoins de garantie qu'on a. Est-ce qu'on a des besoins de garantie sur la localisation de l'hébergement physique des données, sur l'administration, où se trouvent les administrateurs, sur le régime juridique qui va être applicable au contrat qu'on a avec le cloud provider, sur les dépendances, sur la maîtrise de la supply chain pour tous les produits du cloud. Donc on va avoir en fait différents clouds de confiance qui vont dépendre de quelles sont les garanties qui sont attendues par le client. Et tout le monde ne va pas avoir les mêmes attentes. Un cloud souverain, ça va être une sous-catégorie de ces clouds de confiance où justement les attentes vont être définies par l'État, vont être définies par un État qui va définir sa souveraineté. Attention, la souveraineté, ça ne va pas forcément être la même dans tous les pays. La souveraineté, alors je ne vais pas paraphraser Guillaume de ce matin, mais c'est la capacité de l'État à agir dans le numérique. En France, en Union européenne, on a des États qui vont agir dans le numérique pour protéger les données des citoyens, pour protéger le terreau économique, pour protéger la propriété intellectuelle. On peut utiliser cette souveraineté pour d'autres choses, comme contrôler les populations, comme mettre en œuvre une politique protectionniste. La souveraineté, on peut l'utiliser de plusieurs manières, louable ou pas, suivant son système de valeurs. Du coup, pour répondre à la question, le cloud souverain, donc c'est un sous-ensemble des clouds de confiance où on va avoir l'État comme garant, l'État comme garantie, comme tiers de confiance, qui va définir quels sont les critères pour justement garantir que l'État peut agir dans le domaine du numérique et notamment garantir ce qui lui permet de préserver les intérêts vitaux de la nation ou en tout cas sa politique économique.
Et on parle bien de tout type de cloud, aussi bien infrastructure, plateforme, SaaS, toutes les briques applicatives, les services qu'il y a derrière, etc. Oui, tout à fait. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le cloud, il est conçu par des sociétés comme Microsoft ou comme OVH pour être simple, pour être facilement utilisable par les utilisateurs, mais en fait, derrière, il y a une vraie complexité. Il y a une complexité qui est masquée, et c'est notre métier de cacher cette complexité. Et parfois, il y a des dépendances extrêmement complexes, voire parfois des graves de dépendance avec des dépendances cycliques, qui sont extrêmement difficiles à identifier, à détourer, et notamment pour comprendre quels sont les risques liés à ces dépendances-là. Et du coup, le cloud souverain et les clouds de confiance, ça va permettre de donner une certaine lisibilité à cette complexité pour permettre des décisions qui sont éclairées et avisées. C'est-à-dire qu'il faut quand même choisir jusqu'où on descend dans la volonté de souveraineté, puisqu'il arrive un moment où, très probablement, on ne va plus l'être, à moins d'être une superpuissance et de faire ses propres CPU, etc., et son propre matériel. Quelqu'un veut ajouter une précision sur cette définition, ou ça nous convient? Ça nous convient? Super. Autre question qui va nous permettre de cerner un peu la problématique, c'est que le sujet du cloud souverain est devenu un monstre en lui-même. C'est une entité indépendante, on en parle pour lui-même, mais en définitive, contre quoi cherche-t-on à se protéger lorsqu'on parle d'un cloud souverain? Quel est le modèle de sécurité? Contre quoi on veut se protéger? Sachant qu'on ne peut pas se protéger contre tout, donc forcément le cloud souverain a une cible de sécurité. Laquelle? Ah bah, vous avez eu les questions à l'avance. Alors, moi, je peux donner une réponse. On cherche à se protéger notamment des ingérences étrangères, qu'elles soient ciblées. Donc, typiquement, embargo, sanctions économiques, lois extraterritoriales qui vont permettre à un État tiers d'agir sur un acteur économique, ou non ciblées, avec le risque systémique si jamais il se passe quelque chose dans un pays dont on est dépendant, où on peut avoir ce type d'impact. Après, encore une fois, c'est une analyse de risque et chaque utilisateur du cloud va définir quels sont ses risques et quels sont justement les risques qu'il est prêt à prendre. Et être prêt à matcher ça avec la cible de sécurité du cloud en question, voir si c'est un produit pour lui ou pas, ou un service pour lui ou pas. Précision, quand on parle d'ingérence, jusqu'où peut-elle aller et comment se matérialise ce risque d'ingérence? Anne ou... Allez. Je vais me lancer dans la fosse au lion. Non. L'ingérence, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on a classifié déjà nos données avant de les mettre dans le cloud ou pas? Ah bah évidemment. Donc, non. Non mais... Bien sûr, il faudrait le faire. Non mais il faut le faire, et si on ne l'a pas fait, après, faut pas garder un risque résiduel qu'on aurait nous-mêmes créé, en fait. Ouais. Parce que, l'ingérence, tous les pays, elle peut être économique, elle peut être, on va dire, juridique, on le voit bien, mais cette ingérence, c'est s'ingérer dans les affaires des gens, c'est vouloir prendre le contrôle d'un pays, c'est vouloir faire comment on peut dire, influer sur les élections. Enfin, on voit bien que l'ingérence, elle est partout, mais elle n'a rien à voir avec Internet. D'accord, donc on est plus sur de l'espionnage industriel, on va dire, plutôt, dans ce cas-là. Que ce soit dans la zone industrielle, la concurrence, etc., ou l'appropriation, c'est la même chose avant le numérique qu'aujourd'hui. Plus sur de l'espionnage industriel ou commercial. C'est à la fois plus complexe pour le faire, mais c'est rendu plus facile par les moyens. D'accord. Évidemment, ça nous amène à l'invalidation du Privacy Shield. Garance, est-ce qu'on peut en dire deux mots, alors sans évidemment faire une masterclass de droit sur le Privacy Shield, mais nous expliquer pourquoi c'est un peu au cœur du débat quand même, on en parle beaucoup. Alors, c'est au cœur du débat, mais c'est aussi depuis plusieurs années. Alors, sans vouloir faire effectivement une masterclass, et encore une fois, je veux juste redonner en quelques mots le contexte. Contexte est en juillet 2020 et la CJUE donc fait un arrêt le 20 juillet en disant deux choses. Invalidation du Privacy Shield. Qu'est-ce que le Privacy Shield? C'était l'accord qui avait été conclu quelques années auparavant entre l'Europe et les États-Unis pour permettre effectivement de transférer, c'était une base juridique effectivement, de transférer les données aux États-Unis sur un socle juridique. Donc première chose, invalidation. Quelques années auparavant, souvenons-nous, puisque c'était le même acteur, donc c'était Maximilien Schrems par son association
maintenant Know Your Body, et c'était donc quelques années auparavant, décision pareille de la CJE qui invalide le Safe Harbor, souvenons-nous. Donc voilà. Donc là, invalidation du Privacy Shield, certes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas des garanties suffisantes. Il n'y a pas des garanties suffisantes pour effectivement transférer des données européennes aux États-Unis. Si on creuse un peu par rapport à la notion d'ingérence, on connaît les textes américains, on peut tous les lire, ils sont disponibles. Enfin voilà, il n'y a pas de nouveauté effectivement sur ce manque de garantie. La décision juridique le dit, l'affirme. Et autre point de cet arrêt important, Max Schrems 2, c'est effectivement la reconnaissance d'une autre base juridique qui sont les clauses contractuelles type, avec une condition qui sont effectivement les clauses contractuelles type sont valables. Donc on a un instrument pour transférer, mais selon le cas par cas, selon les situations, selon les textes de portée extraterritoriale, le cas échéant, il faudra renforcer les garanties contractuelles. Voilà en quelques mots. D'accord. Pour avoir, d'un point de vue pragmatique, cet arrêt. Actuellement, on attend des positions aussi sur cet arrêt. Oui, je pense que ce sur quoi on peut peut-être insister, c'est que cet arrêt crée, on va dire, une certaine forme d'incertitude juridique. Et donc, cette incertitude, évidemment, elle pose des problèmes pour aussi bien les acteurs du cloud eux-mêmes que pour l'ensemble des clients qui se retrouvent dans une situation où, en fait, le jugement de la Cour européenne de justice ne décrit pas du tout par quels moyens on peut essayer, d'une façon ou d'une autre, d'aller en direction des garanties supplémentaires qui pourraient être mises en place. Donc, est-ce qu'on va vers une nouvelle version des clauses contractuelles type ? Ça peut être une première version, puisque quand on fait référence au Safe Harbor, en fait, il s'est passé à peu près 6 mois pendant lesquels il y a eu une sorte de flou artistique ou pas d'ailleurs, qui finalement ne permettait pas de définir de manière très claire quel était le régime juridique associé. Ensuite, les clauses contractuelles type, elles ont été proposées. Oui, puisqu'on les a incorporées dans nos contrats en 2014. Donc ça date pas d'hier. Hein, c'est vraiment quelque chose qui remonte vraiment à longtemps. Donc aujourd'hui, ce qui pose effectivement question, c'est ce régime, entre guillemets, d'incertitude juridique qui règne par rapport au fait que la Cour, en quelque sorte, a cassé un dispositif, mais finalement, le jouet étant cassé, on ne sait pas par quoi on le remplace. Enfin, je simplifie évidemment le sujet, mais c'est à peu près ça. Tu veux ajouter quelque chose ? Oui. Moi, ce que je crains là, c'est qu'on ne sait pas par quoi on le remplace, mais on se retrouve avec énormément d'entreprises vraisemblablement dans l'illégalité, c'est ce qu'on lit, c'est ce que dit le Conseil d'État ou ce que disent la CNIL, que ces entreprises, elles n'ont pas d'autre moyen que de transférer les données pour continuer leur activité, et que si ces entreprises, elles sont françaises, mais elles utilisent des entreprises américaines ou elles sont installées aussi aux États-Unis, puisqu'elles se sont voir des entreprises internationales qui ont besoin de ça. Et je pense principalement parfois aux cabinets d'avocats internationaux, où là, j'ai eu à le voir, c'est que leurs systèmes d'information sont aux États-Unis, donc les données sont forcément aux États-Unis. Donc comment font tous les avocats français qui travaillent dans ces cabinets donc, d'un point de vue réaliste, tout le monde est hors la loi et on voit très bien que c'est juste pas tenable, sachant que les données, elles sont, si on les rapatriait en Europe, de toute façon, comme c'est des cabinets quand même internationaux, voire on va dire américains, mais ça pourrait être vrai pour d'autres choses, on n'a pas parlé du Cloud Act là-dedans, mais il existe. Et donc, cette réponse au RGPD, finalement, ces données, en plus, même si on peut... Elles sont fournies... Je reviens, je refais un petit retour en arrière parce qu'on ne l'a pas dit, mais si les services de renseignement qu'on craint peuvent se servir, ce qui n'est pas le cas, on rassure, dans les données... Mais voilà, alors on nous dit, oui, mais comme ils pourraient, c'est pour ça que de toute façon, c'est pas bon ce que vous faites. Bon, très bien. Mais... ces données-là, elles sont de toute façon accessibles quand c'est des entreprises américaines, puisqu'ils sont soumis à ce Cloud Act et sont obligés de répondre. Et je ne parle même pas de la loi FISA et puis de l'Executive Order pour les mêmes raisons. Donc elles sont soumises au droit états-unien. Donc
Si on ne trouve pas une solution, il n'y a pas de solution. Et où on choisit de dire, l'Europe et la Cour de justice, il va falloir qu'on revoie ça. Et puis là, c'est 10 ans de travaux. Soit on trouve quand même des solutions qui mettent la réalité en perspective avec et le plus compliqué étant de faire ça de manière homogène. En effet, il n'y a pas que le cloud qui est concerné, il y a d'autres solutions. Des solutions, on va parler du médical, mais des solutions toutes les données médicales qui ne sont pas souveraines, entre guillemets, mais ce n'est pas du cloud, c'est des solutions et des outils médicaux qui, de toute façon, exportent aussi des données. Bernard, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose ? Juste un petit point que je voulais ajouter au propos de Anne, et ensuite... ma voisine se fera un plaisir de nous faire une explication détaillée sur le Cloud Act. Juste un point qui est quand même important, c'est que, vu des autorités de régulation des données relatives à la vie privée, accès vos transferts. Pour le dire autrement, s'il y a un accès depuis un autre pays à des données qui sont stockées en France, c'est comme si ces données avaient été transférées vers cet autre pays. Ce qui veut dire, et j'attire votre attention sur ce sujet qui va, je pense, vous faire peut-être dresser les cheveux sur la tête, à moins que finalement c'est un sujet où soit vous n'avez plus de cheveux, soit c'est un sujet auquel vous aviez déjà pensé depuis longtemps. Imaginez que vous ayez un problème technique quelque part, sur un serveur Windows par exemple, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, et que vous utilisez le principe de support bien connu dans la plupart des entreprises, qui est un principe follow the sun, qui consiste à dire, une fois qu'on a passé 18 heures, les appels sont basculés sur la plaque américaine, puis sur la plaque asiatique. Dès que vous avez, par exemple, des données à caractère personnel qui sont contenues, par exemple, dans l'image mémoire, ce qu'on appelle un dump, désolé d'être un peu technique, de n'importe quel système, il peut y avoir effectivement des données à caractère personnel qui sont dans ce dump et qui sont de facto transférées vers le pays depuis lequel on fait cette analyse. Et donc, pour être honnête, ce sujet, qui aujourd'hui est très, très orienté cloud, on se rend compte que si on voulait l'appliquer jusqu'au bout et de manière totalement conforme non pas seulement à la lettre, mais... dans l'esprit de la loi. À l'esprit de la loi, on serait obligé de s'interdire ce genre de choses. Ce qui veut dire que potentiellement, on serait dans une situation dans laquelle seul le support réalisé pendant des heures ouvrées serait possible. Et d'ailleurs, à condition qu'il n'y ait pas l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est encore un autre sujet. Parce que post-Brexit, si on imagine qu'il y ait des supports qui ont lieu en Angleterre, ça pose encore le problème de l'extraterritorialité potentielle vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, bref, ce sujet est un sujet très difficile en fait à traiter et je pense qu'il faut vraiment que tout le monde soit conscient de cette difficulté parce qu'il y a aujourd'hui des problèmes qu'on ne sait absolument pas résoudre du tout. Peut-être effectivement le fait de visualiser des données, c'est un traitement de données à caractère personnel. Effectivement, c'est une action et ça, c'est effectivement dans les textes depuis longtemps, depuis 1978. Enfin voilà, depuis effectivement modifié à de maintes reprises. Donc il n'y a pas, on va dire là-dessus je pense que tous les praticiens en termes de données à caractère personnel, quand on explique effectivement, quand on fait une conformité RGPD, c'est quelque chose effectivement qu'on illustre très régulièrement. Sur effectivement le Cloud Act. Alors, le Cloud Act, l'origine aussi est un texte de portée extraterritoriale, mais plutôt récent. Plutôt récent pourquoi ? C'était un litige il y a quelques années déjà avec Microsoft, voilà, Irlande, pour le coup, qui effectivement... qui avait effectivement, pour le coup, s'était opposé au gouvernement américain. Et effectivement, quelques jours avant, on va dire, un jugement fédéral, il y a eu le Cloud Act qui a été promulgué. Il y a d'autres textes, effectivement, de portée extraterritoriale. On parle des États-Unis. C'est un sujet, effectivement, où il ne faut pas voir les choses blanc ou noir ou des couleurs que vous opposez, parce que les enjeux sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus globaux. Il y a d'autres lois extraterritoriales qui sont, par exemple, en Australie. Voilà. Donc, on n'est pas seulement sur un monde qu'on oppose Europe-États-Unis. Ça, il faut avoir cette idée très claire. On est sur un monde juridique aussi où il y a besoin d'interprétation. L'interprétation de la CJUE, effectivement, ce n'était pas dans le rôle de la CJUE, et là je parle vraiment en tant que co-avocat, de donner les solutions. La CJUE répondait à ce qu'on appelle un instrument, une question préjudicielle. Donc elle a répondu à la question. Après, les mécanismes, revoir les contrats qui sont au cas par cas, ça sera aux parties.
La position, effectivement, des autorités de contrôle devrait être prise. C'est en juillet, nous sommes bientôt en novembre, nous n'avons pas de position sur les autorités de contrôle. Nous commençons à avoir une doctrine de la CNIL depuis quelques jours sur un point très spécifique qui sont les traitements des données de santé, mais c'est très spécifique, effectivement. Donc, voilà, c'est soumis à interprétation. Le règlement général sur la protection des données n'empêche pas le transfert de données à caractère personnel. Il dit qu'il faut qu'il y ait une base légale. En revanche, tout ce qui est juridiction, effectivement, tout ce qui est mandat ou autre, obéit à des textes eux-mêmes très spécifiques. Est-ce qu'il y a effectivement des accords de transfert entre pays ? Quel est le statut de l'Union européenne dans le cadre d'une demande de transfert judiciaire ? Voilà. Est-ce qu'il y a des accords bilatéraux ? Il y a des conventions. Donc, vous voyez, là, j'ouvre une boîte de Pandore. C'est pas que je ne veux pas répondre aux questions. On va vite la refermer. Voilà, on va la refermer. Mais tout ça pour dire que, effectivement, le mot confiance, pour moi, en tant qu'avocat, égale un contrat. Un contrat se lit, se négocie. Un contrat, il y a les clauses contractuelles types qui sont déjà anciennes. Je pense que c'est un chantier, et là, on ouvre effectivement notre boîte de Pandore, et les autorités de contrôle elles-mêmes le disent. Voilà, régulièrement, on va les revoir, mais bon, c'est un tel chantier que c'est pas fait. Et en plus, ça ne couvre pas toutes les postures de transfert. Il y a le contrat entre les parties, qui peut être au cas par cas. Après, comment on fait pour effectivement, quand c'est des lois, qui ne sont pas que le Cloud Act, Anne les a citées, on connaît ces lois. Est-ce que ces lois peuvent s'appliquer à mon cas ? Si oui, quelle est la posture ? Sinon, qu'est-ce que je fais ? C'est une gestion du risque. C'est alors excessivement complexe, certes. On voit que ça dépasse le cadre du cloud. Et ça, c'est intéressant, c'est que ça enlève peut-être un petit peu le spotlight du cloud seul. Ça ouvre un peu, ça permet de relativiser peut-être aussi des choses. En revanche, on va faire comme tout le monde, on va mettre ça sous le tapis, cette complexité-là. On va revenir sur le cloud lui-même. Et alors on parlait tout à l'heure d'incertitude. Pour limiter cette incertitude, le temps que ça se règle, on peut être tenté d'aller vers des clouds purement français, de confiance, souverains, etc. Alors, la France a déjà tenté l'aventure en 2012 avec Numergy et CloudWatt, et personne ne rigole, s'il vous plaît, et avec le succès que l'on connaît. Alors, très rapidement, est-ce que vous avez une position pour expliquer pourquoi, finalement, ça a été une catastrophe industrielle ? La réponse est dans la question, c'est ça, non ? Alors, Julien. Je suis pas sûr qu'on va être capable, là, en 1 minute 25, en si peu de temps, d'analyser toutes les raisons de ces échecs. Je pense la principale raison, c'est que ces clouds, ces deux sociétés, elles ont conçu des clouds qui visaient pas à répondre à des besoins, mais à des contraintes. Ils ont été construits très loin des attentes des clients. Ça a été construit en partant de la feuille blanche, en se disant comment doit être un cloud souverain. Et du coup, il y a tout un ensemble de personnes qui sont venues alimenter le cloud, la feuille de route avec des contraintes. Et au final, quand on construit quelque chose avec que des contraintes, on a quelque chose d'inutilisable à la fin. Donc, après, sans rentrer dans le détail, après, il y a évidemment plein d'autres raisons qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Mais en tout là, aujourd'hui, on est dans une logique de construire des nouveaux clouds souverains. Alors, le nom reste à définir de manière définitive. Mais je pense que l'idée, elle est aujourd'hui d'être beaucoup plus proche des usages, beaucoup plus proche des clients et d'itérer, d'accepter peut-être de ne pas être parfait du premier coup et ensuite d'itérer pour justement gérer et piloter cette souveraineté dans la durée. Et je pense que l'approche aujourd'hui est beaucoup plus construite et on est aussi sur des technologies qui sont beaucoup plus matures. À l'époque, en 2012, OpenStack et les technologies de virtualisation, les technologies étaient moins matures et puis le marché était moins mature. On ne savait pas utiliser des clouds publics. Les clients ne savaient pas l'utiliser, ne savaient pas migrer leur workload chez ces clouds-là. Du coup, c'était peut-être aussi trop tôt. Ces solutions, elles sont peut-être arrivées trop tôt et on avait peut-être besoin de passer par une période avec des clouds publics, des hyperscalers comme Microsoft, comme Azure, etc., pour que le marché s'habitue à cette manière de travailler, à cette manière de gérer son IT, pour que, par un effet de balancier, quand le marché mûrit, ensuite on ait la capacité de proposer des solutions plus adaptées aux besoins spécifiques locaux, après cette phase d'apprentissage qui j'espère, est en train de... Il nous ferait d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, mais je peux me tromper, il n'offrait que du stockage d'ailleurs. Alors, j'ai pas le... Non, il y avait des VM aussi, du hosting de VM. Après, on n'a jamais vraiment eu une vision très claire sur les offres. Alors, est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, que n'importe quel cloud
conçu, hébergé, exploité en France par une société de droit française, si possible labellisé Secnum Cloud de l'ANSSI, sera un cloud souverain et sera donc plus cher. Il y a 2 questions en ligne. Alors, il y a 2 questions. Bernard. La labellisation Secnum Cloud, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait passer longtemps. On n'a plus que 20 minutes. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette question-là. Nous, on est rentré dans la labellisation Secnum Cloud il y a probablement 2 ans et demi. On est resté bloqué en raison précisément du Cloud Act, qui d'ailleurs ne figure en aucune façon nulle part dans les textes de Secnum Cloud. Mais bon, disons que c'est ça la souveraineté. On peut aussi interpréter ses propres textes à sa façon. Bref, c'est ma petite pique sur un sujet qui m'a passablement agacé, mais c'est pas très grave. Donc, un des sujets sur comment être imperméable par rapport à des lois extraterritoriales. Je pense que c'est un sujet qui est tellement compliqué, parce que pour le coup, là, derrière, il y a une question de souveraineté géopolitique, géostratégique, une souveraineté des États. Je vais donner un exemple très précis qui va, je pense, être extrêmement clair pour vous. Imaginez un instant qu'on demande à une grande banque française, je ne listerai pas lesquelles, qui a des opérations aux États-Unis, d'avoir accès à des enregistrements qui sont situés et localisés en France. À votre avis, quelle sera la réponse de cette banque ? Sur un plan purement légal, elle va dire non, je veux pas, voilà. Mais dans la réalité, si en échange on lui dit si vous donnez pas l'information, vous n'avez plus la licence bancaire pour opérer aux États-Unis, ce qui d'ailleurs s'est passé quand un certain nombre de grandes banques françaises comme la BNP qui a défrayé la chronique avec 9,3 milliards de dollars d'amende, il y a quand même de bonnes chances que la réponse soit de dire finalement on va quand même le faire. Et donc en fait ce qui est compliqué dans cette affaire, et c'est là où le débat devient très difficile, c'est que dans la réalité, pour exercer cette souveraineté, il faut être en capacité de l'exercer. Et donc la question, qui est une question provocatrice, désolé, mais je ne vais pas m'empêcher de la poser, est-ce que la France est capable de protéger les intérêts souverains de ses entreprises ? Question que je pose. Vous imaginerez a priori quelle en est ma réponse compte tenu de l'exemple que je viens de donner, mais je pense que ça pose une vraie question qui va très très largement au-delà des débats sur le cloud, pas le cloud, souverain, pas souverain. Le problème s'exercerait exactement de la même façon si les données étaient localisées dans un mainframe, donc absolument pas en cloud, situé en France, et opéré par une grande banque. Donc je peux citer d'autres, des sociétés d'assurance, enfin bref, on peut donner une liste plus large. Mais donc le sujet en tant que tel, c'est un sujet finalement de relation de puissance d'État à État. Et c'est pour ça d'ailleurs que le couplet de Guillaume ce matin à propos de l'importance de faire porter ce genre de dossier au niveau européen est un sujet pertinent, parce que vous imaginez bien que la France, par rapport aux États-Unis ou à la Chine, j'en parle même pas, on est quand même une goutte d'eau dans la mer. Donc si on veut avoir une chance, sous réserve qu'on arrive à définir cet objet étrange, qui est la notion de souveraineté multinationale dans un contexte européen, là, effectivement, on a une chance d'avoir le poids suffisant pour dire, écoutez, si vous nous embêtez, on vous embête à notre tour, etc. Ce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire. Donc, point de vue, débattable, évidemment, comme tous les points de vue, mais qui rejoint d'ailleurs celui d'un fin connaisseur de l'affaire avec qui nous en discussions hier soir, justement, et qui a eu cette phrase, alors je pourrais pas le citer, mais je peux vous citer ce qu'il a dit, c'est, et il est très près de ces sujets, n'oublions pas que nous ne sommes pas une grande puissance. La France n'est pas ou plus une grande puissance. Donc, a-t-on les moyens de nos ambitions ? C'est pas gagné. Alors, on les a peut-être au niveau européen. Gaia X, est-ce que OVH, vous êtes parti sur une vision européenne pour ces questions-là ? Alors, d'abord sur la vision de la souveraineté française, européenne, je pense qu'on a besoin des deux. Il y a les deux notions. Elles ne sont pas forcément complètement équivalentes. Alors nous, on a tout intérêt en tant que Français à essayer d'aligner la souveraineté française avec la souveraineté européenne. Ça nous fera moins de travail au final. Mais quand on regarde les différents États européens, leurs objectifs stratégiques, leurs objectifs politiques ne sont pas forcément les mêmes. Et du coup, la souveraineté en France, la souveraineté en Allemagne, la souveraineté en Pologne, c'est pas forcément la même définition. Par contre, on peut se mettre d'accord sur ce qu'est la souveraineté au niveau européen
européens tous ensemble. Donc on peut avoir 2 systèmes de souveraineté, un système local et un système européen commun pour ensuite traiter les différents cas. Gaia-X, qui est un projet qui a été lancé par les Allemands il y a à peu près 1 an et demi. Les premiers sujets ont été lancés il y a à peu près 1 an et demi, qu'on a rejoint, qu'OVH Cloud a rejoint il y a quelques temps. Ça a pas mal de chances de réussir. Alors, on se dit, c'est encore une tentative de cloud souverain, ça va se vautrer, etc. C'est un peu différent parce que, justement, c'est basé sur les usages. Le cœur du sujet de Gaia-X, c'est la data et les usages qu'on en fait. Alors après, on a une volonté politique très forte sur le sujet. On a la France et l'Allemagne qui sont mobilisés, qui vont être rejoints par d'autres pays. On a des industriels de premier rang qui sont mobilisés sur le sujet, dont OVH Cloud. Enfin, j'espère qu'on a un industriel de premier rang. Du coup, on a une mobilisation très forte de l'industrie, un soutien politique et une approche qui est basée sur les usages, sur les données et sur les consommateurs. Derrière, le projet Gaia-X, il ne vise pas à définir un cloud souverain, à définir une offre. Il vise à définir un framework, à définir un cadre qui va permettre justement d'évaluer les différents composants des différents membres de Gaia-X par rapport à un référentiel d'analyse commun. Du coup, c'est une grille qui va vous permettre de déterminer quel est le niveau de souveraineté, la localisation, la gestion des données, la gestion de l'administration. Donc on est en train de définir ce référentiel qui va permettre de manière commune de jauger les différentes composantes, les différentes briques qui vont composer votre SI dans le cloud. Et du coup, et aussi développer un certain nombre de briques comme la gestion des identités et des accès de manière relativement centralisée. Du coup, il y a beaucoup de travail, ça va demander énormément d'énergie et de mobilisation. Là, pour l'instant, tous les industriels jouent le jeu, mettre des ressources à disposition du projet. Et l'ambition est hyper belle, on y croit. Il y a un vrai écosystème autour de Gaia-X pour vraiment proposer une alternative et un écosystème souverain au niveau européen qui a du sens et qui est utile. Alors, l'une des grandes tendances aujourd'hui chez certaines entreprises en tout cas, et ça va rejoindre tout le travail de classification de données malheureusement qui incombe aux entreprises quand on parle de cloud, c'est le multi-cloud. Donc un certain nombre d'entreprises aujourd'hui commencent à utiliser plusieurs fournisseurs de cloud en fonction de critères, alors soit financiers, de coûts, de tarifs, soit de services. Est-ce qu'on peut imaginer, et à quel point ça sera complexe, est-ce qu'on peut imaginer que, typiquement, un hôpital français, par exemple, va décider d'utiliser Gaia-X pour de l'hébergement de données de santé, mais à côté de ça, parce qu'il a besoin aussi, en termes de recherche sur des données qui ne sont pas des données de santé, de faire des choses qu'il ne peut pas faire avec Gaia-X, mais qu'il peut faire avec Azure, avec l'IA par exemple, les services d'IA qui sont proposés par Azure. Est-ce qu'on va pas se retrouver finalement dans un monde balkanisé entre différents clouds, et les seuls qui arriveront vraiment à en tirer parti seront ceux qui seront capables de bien qualifier leurs besoins, la sensibilité de leurs informations, et d'être très agiles sur le choix de cloud multiples. Bernard ou Julien Je peux donner une réponse. Là aujourd'hui, on parle de multi-cloud. La plupart du temps, c'est plutôt du move to cloud anarchique. C'est une perte de contrôle. Les métiers qui poussent leur métier, leurs applications dans le cloud, en dehors du contrôle de la DSI ou avec un contrôle insuffisant. Et je pense qu'il faut qu'on passe de ce move to cloud anarchique qui est difficile à contrôler à une approche multi-cloud qui est raisonnée. Et ça demande aux DSI, aux RSSI, aux différents architectes qui vont travailler dans les entreprises, justement de développer des nouvelles compétences et d'être capable de comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les caractéristiques, quels sont les critères qu'il faut évaluer dans les différents clouds qui vont être utilisés et par eux et par les métiers. Et alors ça a déjà été dit, ça a été dit et redit, mais la DSI et le RSSI, il faut qu'ils passent d'un rôle de validation à un rôle de conseil. Il est là pour aider, cadrer, aider à rédiger des contrats, aider à relire des contrats, aider à choisir, à qualifier les différents clouds, à revoir les différentes offres des différents clouds, que ce soit des solutions SaaS, PaaS ou IaaS, pour accompagner les DSI et les métiers et assurer qu'on a ce contrôle, cette maîtrise et justement une cartographie des différents systèmes qu'on met dans le cloud pour maîtriser les risques. Et des informations. Bernard, c'est une vision que vous partagez ? Déjà, est-ce que beaucoup de vos clients font du multi-cloud, par exemple ? Alors,
le fait qu'on ait des clients qui ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, je dirais que c'est banal et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tous les clients ne veulent pas être dépendants d'un seul fournisseur, ne serait-ce que pour aider pendant les phases de négociation à faire en sorte que les choses soient un tout petit peu plus tendues et qu'on puisse donc avoir de meilleurs prix. Cependant, il y a une vision un peu utopique du multi-cloud qui consisterait à dire je veux commencer la transaction 1 de l'application sur le cloud A, continuer avec la transaction 2 que je vais faire sur le cloud B, etc. Dans une vision qui consisterait à imaginer qu'il serait possible, dans un monde idéal, futuriste et probablement pas disponible avant de nombreuses années, d'avoir suffisamment de standardisation autour du cloud pour permettre de changer instantanément du fournisseur A au fournisseur B, voire d'avoir des applications composites qui auraient la possibilité, de manière très simple, avec le même code, de pouvoir parler avec le cloud A et le cloud B simultanément. En fait, techniquement, évidemment, c'est faisable. Techniquement, tout est faisable. Cependant, il ne faut pas oublier que derrière le cloud, il y a aussi énormément d'innovations qui vont extrêmement vite. Et évidemment, chacun des fournisseurs du cloud a envie de mettre l'innovation qu'il a pu mettre sur le marché le premier en avant, parce que ça va permettre de faire un certain nombre de choses que les autres ne permettent pas de faire. Et donc, évidemment, standardisation et innovation vont pas forcément faire bon ménage. Et donc, ce qui se passera inévitablement, c'est que dès qu'il y aura une innovation qui arrivera quelque part, cette innovation, elle ne sera standardisée qu'au bout d'un certain temps. Au-delà de ça, il y a un point sur lequel, pour l'instant, on part du principe que tout ça va fonctionner de manière assez évidente. On est d'ailleurs, nous aussi, membres de Gaia-X, donc comme ça, plus on est sous, plus on rit. Non, sérieusement, on est sérieux dans notre façon d'être membre de Gaia-X. On a contribué d'ailleurs de façon significative sur ce sujet, sur le plan technique. Mais au-delà de ça, il faut avoir en tête que le cloud, en tout cas dans la vision qu'on en a, est extraordinairement consommateur sur le plan capitalistique. C'est-à-dire que les investissements à réaliser en tant que cloud provider sont monstrueux. Pour vous donner simplement un chiffre, sans aller très très loin, chaque mois, on dépense $1 milliard en infrastructure. Chaque mois. Juste pour ajouter des data centers, ajouter des serveurs, les faire évoluer au fur et à mesure de l'évolution des technologies, ça va extrêmement vite. Juste pour vous donner un deuxième chiffre, rien que pour faire face à la phase du Covid, on a rajouté 450 000 processeurs dans le cloud, juste pour ça. Donc il faut quand même avoir en tête que, évidemment, on pourrait revenir sur la question de la disponibilité de la chaîne d'approvisionnement, qui évidemment est compliquée, mais au-delà de ça, il y a le fait qu'il y a la nécessité de mobiliser des capitaux en quantité gigantissime pour être capable de donner l'illusion, de la même façon qu'on l'a pour l'électricité, que tout est disponible, qu'on peut consommer ce qu'on veut et qu'il y en aura toujours. Ce qui évidemment est un leurre, parce qu'on sait très bien que le monde réel ne fonctionne pas comme ça, mais on est dans la même idée, qui est que finalement, on consomme, on paye ce qu'on consomme, et puis voilà. Donc c'est en fait le basique du business model du cloud. Donc, derrière le cloud, il ne faut pas avoir honte de dire que les clients ne payent plus d'investissement initial. C'est juste du coût de fonctionnement. Par contre, les cloud opérateurs ont besoin de mobiliser une quantité astronomique de cash. D'où le fait de ne pas y aller tout seul. On revient sur Gaia-X. Alors, ceci dit... Oui, bien sûr. Je vais poser une rebondir, question. D'accord. Mais je lisais dans un article. Oui. Vous allez comprendre pourquoi. Justement, Bernard vient de dire que les sommes astronomiques. Et là, je vois les 22 membres fondateurs avec des partenaires, chacun apporte une contribution financière de 75 000 € au projet, soit un peu plus de 1,5 million d'euros au total. Quoi. Non, c'est pas je veux dire, avec ça, où va-t-on ? Qu'est-ce qu'on fait pour un cloud C'est peut-être la vraie question on avait raté. Non, mais je pense que ça a été dit. L'objectif de Gaia-X, ça n'est pas de créer un cloud. L'objectif, c'est de créer une fédération d'un certain nombre de services qui sont distribués sur le continent européen, qui ont chacun des caractéristiques. Et en fonction de ce qu'on veut, on va chercher le service là où on pense pertinent que ce service permette de répondre à son besoin. Mais c'est un sujet différent. Donc, en fait, derrière Gaia-X, il n'y a pas l'objectif d'aller créer un cloud souverain à l'échelle européenne. Là, pour le coup, il faut mettre beaucoup d'argent parce que, en dehors même de l'argent de l'infrastructure, il y a l'investissement initial
qui permet de créer le cloud. Juste pour donner quelques chiffres, Azure tout compris, c'est 150 milliards de dollars. Ouais, on n'y est pas. Ce qui veut dire que pour vous, en tout cas dans vos entreprises, l'objectif maintenant va être d'être en capacité d'avoir beaucoup plus de visibilité sur vos informations, sur les besoins de vos traitements, sur les aspects juridiques. Donc travailler l'aspect juridique, savoir quelles sont vos obligations. Alors, on n'a malheureusement plus beaucoup de temps, mais on avait prévu aussi de parler de qu'est-ce qui oblige à utiliser un cloud dit souverain et là où on est un peu plus libre. En tout cas, il faudra bien le savoir. Peut-être rien. Sur le plan légal, il n'y a pas d'obligation légale. Il n'y a pas actuellement, effectivement, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui manque. Effectivement, si on pose la question, on peut être là-dessus, c'est que, effectivement, après, est-ce qu'un texte au niveau national pourrait, compte tenu aussi de la configuration des systèmes, des lois, on a des textes sectoriels, je pense à la loi de programmation militaire, on a des textes effectivement financiers, il y a des réglementations spécifiques effectivement pour les banques, les assurances, ou au domaine de santé, les activités PS2E ou autres. Pour certains, ça doit faire des échos, mais effectivement, on n'a pas d'obligation, parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a aussi une volonté qui a été aussi avec la construction de l'Union européenne, qui est la liberté des biens, des services, des personnes, qui est aussi le droit de la concurrence. Donc on est, pour rejoindre effectivement le propos provocateur qui était tenu là-dessus, c'est qu'aussi le droit est, en tout cas aux États-Unis, la culture juridique effectivement est différente en Europe. Le droit est au service de l'économie. Effectivement, qu'il y a des sanctions, il y a une effectivité, on va dire, du droit et de la sanction et du quantum de la sanction. Parce qu'aussi, en France et en Europe, on a effectivement des sanctions. Tout le monde, actuellement, tout le monde connaît les 4 lettres RGPD. Pourquoi ? À cause des sanctions. Avant, il y avait aussi des textes qui avaient des sanctions. Personne ne peut me dire le montant des sanctions. En revanche, là, RGPD, tout le monde retient. Il y a d'autres textes aussi en France où il y a des sanctions effectivement importantes, conséquentes pour les entreprises. Il y a des prises de risques, effectivement, ne serait-ce que pour des opérateurs qui sont OSE ou autres. Là, il n'y a peut-être pas d'impact. Sur l'hébergement des données de santé, c'est quand même plutôt encadré. Au niveau du quantum de la sanction. Voilà, donc, effectivement, il y a cette culture qui est différente. C'est bien, c'est pas bien, parce que c'est des systèmes juridiques différents. Ce sont effectivement des notions, on va dire, d'ordre public, de pouvoir politique effectivement différents, mais il y a aussi cette réalité où parfois le quantum d'une sanction fait la peur, on va dire, effectivement du gendarme, voilà, ou de je ne sais pas quoi, ou d'une rupture du contrat, ou d'une indemnisation, ou de la presse, parce qu'il y a le risque d'image. Voilà, il y a aussi ce risque d'image qui n'est pas quantifiable, qui va au-delà de la sanction. Et si je suis exposé, si je fais la une de tel ou tel média, si sur Twitter on relaie le nom de mon entreprise, quid de la chute du cours en bourse ? Et c'est déjà arrivé chez certains acteurs. Alors, on n'y est pas. Sur les réponses à incidents et sur notamment tout ce qui a été révélé en termes de fuite de données par ransomware, on voit très souvent que le cours de bourse retrouve son cours. Alors, il est temps de conclure. On va prendre quelques questions puisque de toute façon, nous avons le privilège d'être les derniers, donc personne ne va nous mettre dehors dans les 3 minutes. On peut déborder un peu. Mais dernière question, finalement, si on résume, parce qu'on a dit beaucoup de choses là dans cette table ronde, mais au final, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui fait qu'un cloud est souverain ou ne l'est pas, et surtout, comment les entreprises vont gérer leur approche de ces clouds-là, qu'est-ce qu'elles vont y mettre et pas y mettre. Alors, si on fait un petit tour de table, pour vous, qu'est-ce qui va définir un cloud souverain et pourquoi les entreprises devront l'utiliser ou devraient l'utiliser à l'avenir ? Ou est-ce qu'on va se rendre compte très rapidement que la question est beaucoup plus complexe que ça, que la résoudre de manière homogène, comme on l'a vu, n'est finalement pas possible ou très difficile, et le feu, finalement, le soufflet va se dégonfler, et on va continuer à utiliser les clouds qui nous conviennent, en espérant avoir des accords avec certains pays et pas d'autres, par exemple. Voilà, petit tour de table, après on prendra vos questions. Je commence ? Oui. Ça va pas être long. Donc, si ça doit être souverain, c'est qu'on veut sécuriser nos données. Donc, on utilise des produits de sécurité qui les sécurisent vraiment. Je ne vais pas revenir sur certains produits dont on nous dit qu'ils ne seraient pas sécures, mais à chaque fois, en fait, il faut rajouter une couche de sécurité et puis qu'elle soit certifiée, valable, vérifiée.
par les instances. Donc une labellisation telle que propose l'ANSSI, par exemple. Être souverain, ça veut pas dire que les données sont en France. Hein, elles peuvent être ailleurs. Alors, indépendamment de tout ce qu'on vient de dire, si elles sont aux Pays-Bas ou si elles sont en Allemagne, a priori, dans des data centers, c'est une question de sécurisation des données et savoir que je peux les récupérer quand je veux, où je veux, et qu'elles sont résilientes quelque part aussi. Donc, ça veut dire que je ne perds rien. Et je suis en sécurité. Enfin, moi, c'est comme ça que je c'est l'objet du tour de table. Julien. Alors, je pense... quand on pense souveraineté, on pense très vite SecNumCloud, mais je vais essayer d'éviter de parler de SecNumCloud. Je pense que ce qui compte vraiment, c'est la maîtrise. C'est d'être capable de garantir que tout ce qui permet de produire et de fournir ce cloud est sous contrôle et sous maîtrise. Peut-être qu'on peut accepter que les données ne soient pas localisées en France, voire ne soient pas localisées en Union européenne, mais je veux savoir où elles sont. Je veux savoir qui y accède. Je veux savoir d'où elles sont accédées. Je peux accepter que mes données soient accédées par un administrateur la nuit aux États-Unis pour que le coût de mon service cloud soit inférieur parce que je n'ai pas besoin de payer un personnel d'astreinte en France pour travailler la nuit. Mais par contre, je veux le savoir. J'ai besoin d'avoir ce contrôle, d'avoir cette maîtrise et de savoir exactement ce qui se passe avec mes données, avec mes systèmes. Et du coup, pour moi, la souveraineté, c'est un certain nombre de critères qui sont définis par l'ANSSI et qui peuvent évoluer dans le temps, mais c'est surtout cette capacité pour les clients du cloud de vraiment comprendre exactement ce qui se passe et d'être en contrôle de tous les points de décision importants par rapport à leurs données. Donc on est sur des checks et pas sur de la technologie finalement, et même pas sur du nationalisme technologique finalement. Ça peut, mais c'est pas forcément. C'est pas obligé. Ouais. Garance. En fait, je vais m'appuyer sur quelques mots qui viennent d'être prononcés. Donc, maîtrise, contrôle, souverain. Pour moi, c'est une notion de droit public. C'est la souveraineté par rapport à un territoire. Ça me rappelle à des vieilles notions de sciences politiques. Et voilà, donc on peut voir là-dessus. Mais si dans le débat, c'est que mon cloud, c'est mon territoire. Voilà. C'est ça. Mais c'était le territoire à l'époque, c'était effectivement la maîtrise physique des choses. Là, actuellement, dans un monde où c'est effectivement où l'enjeu est la donnée, c'est effectivement l'accessibilité à cette information, que ce soit des données à caractère personnel ou non, et savoir en fait que c'est un actif immatériel d'une entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, et à tous les bouts de la chaîne. C'est pour ça que je garde le mot maîtrise. Effectivement, transparence, savoir, c'est que ça, c'est pas, encore une fois, on n'est pas dans des concepts nouveaux, on n'est pas dans de l'innovation, ni dans de l'innovation technologique, ni juridique, puisque le droit a un principe de neutralité très technologique. Donc, c'est effectivement le fait de connaître, dire, contrôler, au sens aussi de la qualité, c'est pas contrôler sanctions, j'ai parlé de sanctions tout à l'heure, mais c'est effectivement contrôler. À qui je confie quoi ? À qui ? Quelle est la société ? Parce que parfois, quand on pose des questions toutes simples, avec qui vous contractez, vous avez contracté ce contrat, je ne sais pas, c'est avec X. Mais X, c'est une filiale, c'est tout ça. Donc, c'est déjà savoir la chaîne de sous-traitance. Il y aura de la sous-traitance. Il y en a depuis... encore une fois, on n'est pas dans des... Mais là, c'est juste qu'elle est effectivement démultipliée. Il y a une multiplication, on va dire, des acteurs, parce qu'on veut un service 24/24, 7/7, avec des coûts, effectivement... accessible à tout le monde. Donc, maîtrise de mes données, c'est-à-dire le chef d'entreprise, l'externalisation, parce que c'est ça, en fait, effectivement, c'est aussi une maîtrise stratégique. Quelles données, à qui, comment, pour combien de temps, comment j'en sors, à quel prix, et en cas de problème, effectivement... Mais il n'y a pas de notion étatique, là, à ce point. Moi, dans mon propos, là, je suis sur une notion, effectivement, plus liée aux entreprises. L'entreprise, tout à fait. Voilà. Souveraineté d'entreprise avant souveraineté, étatique. effectivement. Oui, puisque je l'ai dit au début, la souveraineté, au sens, pour moi, est une notion de droit public, et je pense qu'on fera une autre table ronde là-dessus. Pas de problème. Rendez-vous l'année prochaine. Bernard. Et on reviendra sur la politique. Moi, je pense que l'essentiel a déjà été dit. Je pense que la possibilité d'être en maîtrise, c'est un point absolument essentiel. La possibilité de choisir. Donc, pour le dire de manière un peu provocatrice, de choisir ses dépendances. Ce qui peut paraître là aussi un peu provocateur, mais je pense que malheureusement, il faut juste imaginer que dans la vie quotidienne, aussi bien en tant que citoyen qu'en tant que membre d'une entreprise, on choisit ses dépendances, mais on a beaucoup de difficultés à vivre sans dépendance. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut effectivement probablement
des dispositifs qui permettent de solidifier, peut-être sur le plan juridique. Donc on a quand même parlé du fait qu'il y avait une sorte de flou plus ou moins artistique autour de l'arrêt de la Cour européenne de justice sur le régime associé à la protection des données et à leur transfert éventuel aux États-Unis. Mais ça pourrait s'exercer sur n'importe quel autre pays d'ailleurs. Donc le sujet en tant que tel, c'est un sujet qui n'est pas très compliqué à formuler en quelques mots, mais qui, dès qu'il s'agit de le rendre opératoire, ça devient beaucoup plus difficile parce que là, on a besoin de se poser un certain nombre de questions de nature technologique, de nature juridique, savoir quelle est la loi applicable, est-ce qu'on a été capable de lire les contrats jusqu'au bout et de ne pas signer par un simple clic le contrat. Et puis, je pense qu'il y a aussi une chose, mais qui est un sujet qui n'a pas été abordé, mais sur lequel j'attire votre attention. Il y a un point qui est très important, c'est quelque part, il y a une question de modèle d'affaires des entreprises avec lesquelles vous faites du business. Autrement dit, suis-je intéressé ou pas par le fait que ces données, je puisse les utiliser pour enrichir mon propre patrimoine de données ou bien on considère que ces données vous appartiennent et qu'il est donc totalement inapproprié de les utiliser pour autre chose que la finalité qui a été prévue au sens du RGPD par le responsable de traitement. Merci. Alors, on va prendre quelques questions. Tant qu'on ne se fait pas sortir, on peut prendre des questions. Marc. Donc, jusqu'à 3h du matin. Voilà. J'espère que quelqu'un va nous apporter. On va limiter quand même. On a plus qu'une question, c'est plus une remarque, une suggestion. Je ne sais pas, après vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais souvent on présente l'arrêt Schrems 2, donc qui a invalidé le Privacy Shield comme source de problèmes, de difficultés d'interprétation, de boulot aussi pour les avocats, des difficultés opérationnelles pour des fondateurs comme Microsoft ou OVH, etc. Mais moi, ce qui m'embête un peu, c'est de présenter cet arrêt comme la source de plein de problèmes, alors que les problèmes, ils étaient déjà là, ils ont été réglés par l'arrêt Schrems. Et les problèmes, ils ont pas lieu en Europe. Le RGPD a été rédigé pour porter les valeurs qui sont dans le texte à l'échelle de la planète. Peut-être c'est une démarche naïve, mais elle est importante. Et le problème, c'est plutôt du côté des États-Unis. Non, mais vous avez raison sur le fait que le problème en tant que tel, il existait évidemment préalablement à l'arrêt, sinon il n'y aurait pas eu d'arrêt. Donc forcément, le problème existait avant. On peut effectivement considérer que c'est une opportunité, mais si on se met à la place des entreprises qui aujourd'hui ont besoin de prendre des décisions, c'est quand même super difficile. Je me mets à la place des RSSI qui sont dans la salle, qui ont besoin de balancer d'un côté des risques business, des risques juridiques, c'est des sujets sur lesquels ils sont quand même un peu désarmés. Donc, en l'occurrence, c'est plutôt par empathie vis-à-vis de leur job que je me dis, ça, c'est pas marrant le job, parce que en gros, ils n'ont pas d'aide, qu'il n'y a effectivement aucune jurisprudence sur rien, parce qu'on a parlé du Cloud Act, il n'y a pas la moindre jurisprudence sur l'application du Cloud Act aujourd'hui, alors qu'il y en avait effectivement sur le régime précédent, et que du coup, c'était quand même une situation un peu plus simple à dire sur le plan du droit. Donc, honnêtement, c'est une situation qui, vue des intérêts des entreprises est quand même difficile à gérer. Donc je suis d'accord avec vous que si on se place en tant que citoyen, on peut considérer que cet arrêt a fait progresser nos droits individuels. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les droits de l'homme, le respect de la vie privée en fait partie. Maintenant, la question c'est de savoir comment on met ça en musique dans les entreprises. Alors, juste 2 mots. Effectivement, moi, je rejoins Marc sur cet aspect-là. Présenter toujours un texte en disant « là, c'est encore une contrainte », voilà, c'est pas très positif. Cet arrêt, effectivement, redit des choses qui sont importantes, donne des pistes, mais encore une fois, je l'ai dit, c'était pas à la Cour de justice de l'Union européenne de se positionner là-dessus. La piste, c'est lisez votre contrat. C'est-à-dire, l'annexe, les clauses contractuelles type, vous les modifiez, c'est très compliqué. Il faut les soumettre à l'autorité de contrôle nationale. Enfin, voilà, il y a tout un process qui prendra des mois. Mais ils le disent. Les mots, le mot contrat revient à maintes reprises dans l'arrêt Schrems 2 en disant lisez votre contrat. Il y a des questionnaires qui ont été mis en ligne, pas par les autorités de contrôle, parce que là, effectivement, il y a un retard. On est bientôt en novembre, toujours pas de position commune, c'est attendu. Des questionnaires qui ont été mis en ligne par, effectivement, l'association de Max Schrems qui dit « Entreprise pour vous aider ». Voilà, des questionnaires qui permettent d'être envoyés à vos interlocuteurs où il y a des risques. Ça ne fait pas tout, mais c'est une gestion du risque. Cette gestion du risque, en tant qu'avocat, avant l'arrêt Schrems 2, parce que l'arrêt Schrems 2, on sait qu'il arrive depuis quelque temps. Ce n'est pas une surprise pour le milieu juridique. Le Safe Harbor, on savait qu'il est arrivé depuis le Privacy Shield.
On sait que c'est déséquilibré. Il y a des rapports. Chaque année, il y avait un rapport annuel de la Commission européenne qui disait effectivement à l'homologue américain, ça ne va pas. Ça ne va pas, il n'y a pas de garantie. Vous avez nommé un ombudsman, mais cet ombudsman, il n'a pas de pouvoir juridictionnel. Donc, c'était pointé. D'un point de vue juridique, ce n'est pas une surprise. L'incertitude, effectivement, c'est une gestion du risque à prendre. Certitude, elle est sur des lois qui sont complexes, qui sont des lois. On a cité le Cloud Act, mais il y a d'autres textes, effectivement, qui sont des textes qui obéissent à un cadre juridique à chaque fois très particulier. C'est pour ça que la RECHREM 2 dit au cas par cas. Après, est-ce que l'entreprise est concernée ? Comment je suis concernée ? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir effectivement des transmissions d'informations ? Parce que la personne qui est visée, c'est souvent pas le fournisseur de services, mais peut-être une personne physique, salariée ou client d'une entreprise, suivant les cas, par rapport aux situations. Donc, alors, là, on est dans le cadre du RGPD. Dans le cadre d'un texte américain. Donc, le RGPD lui-même a des dispositions spécifiques qui, comme le RGPD est un texte de compromis, ces dispositions elles-mêmes peuvent être source d'interprétation. Et oui, suivant de typiquement, quel côté je suis un fabricant d'appareils, quelconque, Acme, industriel. Mon concurrent est à Taïwan, donc je vais décider d'utiliser un cloud américain. Ouais. Ça ne pose aucun problème, personne m'y oblige, c'est juste de la protection de mes données, de ma propriété intellectuelle. En revanche, si mon concurrent est un leader américain, je vais choisir d'utiliser un cloud suisse, par exemple. Est-ce que là-dessus, il n'y a strictement aucun texte ? C'est donc du travail de l'officier de sécurité dans l'entreprise. Du juriste aussi, j'irais peut-être du juriste. Veille aussi, parce que moi je vais faire appel à plusieurs textes, mais là on sort et je vous lise les questions, donc je vais aller très vite. Faire appel au texte du secret des affaires, oui. Qui est un texte très important, où il y a un pendant aux États-Unis qui s'appelle le Cohen Act, qui a été pris il y a quelques années, puisque c'est sous la mandature Clinton, donc là encore ça nous renvoie à quelques années en arrière. Donc il y a différents textes. Je vais parler aussi du secret de la propriété intellectuelle. Donc, j'emploie le terme secret. Peut-être pour certains, ça fera écho à chiffrement, mais je ne parle pas technique, chiffrement de bout en bout, enfin voilà, ou autre. Mais il y a des textes. On a un arsenal juridique qui existe. Ici, on entend beaucoup parler de RGPD, mais moi, dans ma boîte à outils, en tant qu'avocat, et je pense à magistrat ou Anne dans sa pratique, tout, on a des boîtes à outils qui vont au-delà, heureusement pour nous, d'un seul et unique texte. Alors, et notre connaissance et notre savoir-faire, c'est justement quand on conseille, quand on défend, quand on juge, c'est effectivement de faire appel à notre connaissance, notre expertise pour aider dans cette gestion du risque, mais il y aura une gestion du risque. On espère que la matrice de Gaia X permettra d'avoir justement une vision sur ça, en disant là je peux utiliser un cloud Azure, là je vais plutôt utiliser un cloud autre. Et après ça restera toujours la responsabilité du chef d'entreprise. Bien sûr. On est toujours et là pour le coup c'est à vous de l'éclairer. Du risque stratégique et ça a été dit, une balance économique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un... Qu'est-ce que je risque, combien ça coûte. Est-ce qu'on prend une autre question ? Mais depuis la nuit du temps. Pas d'autres questions ? On remarque, très bien. Écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout déjà, avec un petit quart d'heure de débord. Merci beaucoup, merci à nos intervenants. Et très bonne soirée aux assises à tous. Merci à vous. 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 Merci à vous.